Bonjour, je vais commencer. Donc c'est une conférence sur la surmédicalisation. C'est peut-être un terme que vous commencez à entendre souvent. Donc je vais vous définir ce qu'est la surmédicalisation, et puis ensuite on va aborder des exemples de surmédicalisation, c'est-à-dire l'extension du champ de la médecine, et là-dedans il y a 3 exemples. Il y a la médicalisation des aléas de l'existence, l'extension du champ de la psychiatrie et la création de maladies, et puis les surdiagnostics et surtraitements, surdiagnostics avec par exemple les campagnes de dépistage des cancers, et surtraitements, les traitements excessifs sans doute des facteurs de risque cardiovasculaire que nous allons prendre en exemple. Nous allons donc développer ces exemples, et puis après nous regarderons quelles sont les forces qui poussent à la surmédicalisation, dans lesquelles nous pouvons par exemple trouver la croyance en la science et le progrès, l'effet des laboratoires de pharmacie, l'effet du paiement à l'acte, et puis l'effet du médico-légal. Ensuite, nous essaierons de réfléchir philosophiquement, puisque nous sommes sur un site philosophique, sur à quoi est due la surmédicalisation et comment on peut la combattre. Et pour cela, nous nous appuierons sur la pensée de Georges Canguilhem. Et puis enfin, nous essaierons de voir des pistes, mais ce sera peut-être l'objet des débats sur comment on peut combattre cette surmédicalisation. Alors, qu'est-ce que la surmédicalisation? C'est l'utilisation de la médecine de façon excessive, de façon à ce que l'utilisation de la médecine aboutisse non pas à un bénéfice pour la personne qui en est l'objet, mais plutôt un effet néfaste. Alors, il faut savoir quand même d'où ça vient. Ça peut paraître surprenant qu'on parle de surmédicalisation. En général, et depuis des décennies ou des siècles, le mouvement social a milité pour un accès à la médicalisation, et donc c'est certainement quelque chose de bénéfique. L'accès de tous aux soins médicaux est certainement quelque chose de bénéfique. Je voudrais aussi dire que s'il y a dans certains secteurs ou plus largement surmédicalisation, ceci n'empêche pas qu'il puisse y avoir aussi de larges secteurs de sous-médicalisation. Sous-médicalisation soit de certains pans de la médecine, comme par exemple la prévention, ou sous-médicalisation de certains secteurs de la population, voilà, des gens défavorisés, comme par exemple le dépistage du cancer du col utérin dans les populations précaires ou pauvres. Alors, bien sûr, la médecine a commencé à faire des progrès à partir, disons, du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait quand même la médecine arabe, la médecine grecque avant, mais elle a commencé à devenir scientifique, et c'est ça qui est important, peut-être, à partir du XVIIe, XVIIIe et surtout à partir du XIXe siècle. Et le fait que la médecine soit devenue en grande partie scientifique, ça a permis des progrès extrêmement importants. Un des pères de la médecine scientifique en France au XIXe siècle est Claude Bernard, et Claude Bernard disait quelque chose sur laquelle nous allons revenir, qui est important. Il considérait, lui, que les maladies, on parle là des maladies chroniques, ne sont qu'une forme augmentée, diminuée ou abolie du normal. Donc pour lui, la maladie, c'est une variation du normal, variation quantitative du normal. Nous verrons que cette idée est encore très ancrée dans les têtes et qu'elle a un certain nombre de conséquences. Je voudrais dire aussi, parler de la définition de la maladie de la santé par l'OMS. La santé, dit l'OMS, est un état complet de bien-être. C'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique et mental. Alors c'est une définition qui est extrêmement dangereuse, mais on voit bien qu'elle expose à une extension infinie du champ du médical. Alors, il est indiscutable que les progrès de la médecine ont permis l'augmentation, ou ont contribué à l'augmentation de la durée ou la qualité de la vie, mais, comme je le dis, depuis environ une trentaine d'années, il se fait jour des doutes sur le fait que la médecine ne va pas au-delà de son but, et dans certains secteurs où elle se développe,
elle n'a pas plutôt un effet délétère qu'un effet favorable. Donc c'est ça qu'on appelle la surmédicalisation. Il y a plusieurs articles, ça a commencé aux États-Unis, il y a des sociétés, il y a en France l'association Princeps, beaucoup de gens qui maintenant se posent la question de la surmédicalisation. Alors nous allons donner quelques exemples de la surmédicalisation. Et première catégorie, un des aspects importants de la surmédicalisation, c'est l'extension du champ de la médecine. Alors, je l'ai dit, 3 chapitres. Premier chapitre, médicalisation des aléas de l'existence. Ça consiste en quoi? Ça consiste à aborder les problèmes, les aléas ou les difficultés de l'existence ou les difficultés personnelles avec un œil médical, ou en utilisant un langage médical, ou à proposer des solutions médicales à des choses qui sont des aléas de l'existence. Par exemple, le vieillissement. Le vieillissement est quelque chose de physiologique, on peut considérer que c'est un aléa de l'existence. Eh bien, ça commence à rentrer dans le champ de la médecine et on considère, on essaie de trouver les mécanismes biologiques du vieillissement et essayer de penser que finalement ça peut être assimilé à une maladie et on peut proposer des traitements pour le vieillissement, ce qu'on fait depuis longtemps avec le sérum de Bogomolets dans les années 60 et aujourd'hui d'autres médicaments comme le DHA, toutes sortes de choses que vous pouvez trouver sur Internet. Ça consiste aussi à considérer comme maladie des choses qui n'en sont pas, comme la timidité ou voilà. Ça, c'est l'extension, la médicalisation des aspects de la vie. Un deuxième aspect de l'extension du domaine de la médecine, c'est l'extension du domaine de la psychiatrie. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement de faire référence à ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire le Diagnostical and Statistical Manual, c'est-à-dire un manuel diagnostique et statistique en bon français, qui est en fait un manuel publié par l'Association des psychiatres américains. Bon, le premier manuel a été publié en 1952. Ce manuel a pour but de donner des critères diagnostiques des maladies mentales ou des troubles psychiques sur des critères qui seraient objectifs. Donc le premier manuel a été publié en 1952 et ensuite il en est publié à peu près un tous les 10 ans. Il est révisé et une nouvelle édition est publiée. La dernière édition est la 5e, c'est le DSM-5, il a été publié en 2015. Ce que l'on observe au fur et à mesure des publications du DSM, c'est qu'il devient de plus en plus gros, ce manuel, et qu'il inclut de plus en plus de pathologies. Alors, quel est l'intérêt de ce DSM? Pourquoi est-ce qu'il a été conçu? Il a été conçu dans le but, qui peut considérer comme louable, d'abord de se mettre d'accord sur le diagnostic des différentes maladies psychiatriques. Enfin, on verra que c'est plus compliqué que pour les maladies organiques. Et puis, surtout, l'idée, c'était que tous les psychiatres du monde, quand ils parlent d'une maladie, fassent référence à la même chose, fassent référence à la même maladie. Donc, lorsqu'on échange des informations, des traitements, etc., lors des congrès sur les publications médicales, on parle, tout le monde fait référence à la même chose, et en l'occurrence, référence à ce que pensent les Américains. Alors, quelles critiques que l'on peut faire au DSM-5? Il y en a plusieurs. La première, c'est que d'abord, faire un diagnostic en psychiatrie est quelque chose de compliqué. Si je veux faire le diagnostic d'une angine, vous avez mal à la gorge, je fais un prélèvement, je trouve du streptocoque et je vous dis vous avez une angine à streptocoque et j'ai un traitement pour ça. En psychiatrie, c'est pas pareil. Il n'y a pas de critères, enfin il n'y a pas de signe de biologie ou de marque d'imagerie médicale qui vous dit que vous avez telle ou telle
maladie psychiatrique. Il est certain que les neurosciences ont fait beaucoup de progrès, tant du point de vue biochimique que de l'imagerie, mais elles sont en échec total à vouloir mettre une anomalie biochimique ou une anomalie d'imagerie cérébrale en face d'une maladie particulière. Les neurosciences ont beaucoup progressé, mais n'ont en rien fait avancer la psychiatrie, ni même le traitement des troubles psychiques. Deuxièmement, les troubles psychiques sont quelque chose de mouvant selon les périodes et selon les cultures et selon les lieux. Par exemple, au XIXe siècle, l'hystérie était à la mode, plein d'hystériques, et puis finalement, tout ceci a progressivement disparu, et l'hystérie a disparu des manuels de psychiatrie, en tout cas comme maladie propre. Et sont apparues d'autres maladies. Donc, historiquement, des maladies apparaissent, ou ce qu'on compte des maladies apparaissent et puis disparaissent. Et puis, il y a, selon l'endroit où vous habitez, selon votre culture, une expression des maladies. Par exemple, ce que j'ai appris moi dans mon travail, parce que j'ai beaucoup soigné de gens originaires de pays étrangers, c'est que par exemple, chez un Africain ou quelqu'un de culture africaine, une dépression peut se manifester par un délire hallucinatoire, un délire d'interprétation, des hallucinations auditives, etc. Chose qui, chez un Européen de culture européenne, on va dire, est considérée comme des signes flagrants de schizophrénie. Donc, l'expression des troubles mentaux ou des souffrances psychiques est différente selon les cultures, et donc il paraît difficile ou impossible de faire comme ça un formulaire en disant voilà comment on fait le diagnostic de ceci et le diagnostic de cela. Et puis, ce que critiquent les détracteurs du DSM-5, c'est l'énorme extension du champ de la psychiatrie, c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'élaboration de ces manuels, sont inclus comme maladies psychiatriques des traits de personnalité ou des aléas de la vie qui n'étaient pas jusqu'à présent considérés comme des maladies psychiatriques, qui sont considérés comme des troubles psychiatriques et donc susceptibles de recevoir un traitement éventuellement médicamenteux. Par exemple, le deuil. Le deuil est considéré, par exemple, par ce manuel comme pathologique s'il dure plus de 2 semaines. Voilà, donc si vous êtes encore triste 2 semaines après la perte d'un être cher, peut-être que c'est pas normal et qu'il faudrait que vous consultiez, que vous preniez un traitement pour ça. Pareil pour la timidité qui est transformée en phobie sociale, ou pareil pour l'état d'irritabilité qu'on peut avoir parfois à la fin du cycle et qui s'appelle maintenant dysphorie prémenstruelle, etc. Voilà pour l'extension du champ de la psychiatrie. On peut prendre un exemple aussi de la façon dont les choses ont évolué, qui est, par exemple, dans les années 60, les gens étaient anxieux. Par exemple, on considérait qu'il y avait beaucoup de gens anxieux, et on leur donnait des médicaments qu'on venait de découvrir, comme par hasard, qui étaient les anxiolytiques, les benzodiazépines, et puis donc on en a donné, et vous savez qu'à un moment donné, je crois que 30% de la population française en prenait, on n'était pas loin d'être les champions du monde. Et puis, on s'est aperçu au fil des années que ces médicaments étaient addictifs, addictogènes, et donc petit à petit, ils ont été moins prescrits. Et puis, tout à coup, on a dit, ah ben non, finalement, les gens, oui, on croyait qu'ils étaient anxieux, mais non, ils ne sont pas anxieux, ils ont l'air anxieux, mais en fait, ils sont dépressifs. Et cela a coïncidé avec l'apparition des antidépresseurs, une nouvelle catégorie d'antidépresseurs qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire le Prozac et compagnie. Alors, il y avait déjà des antidépresseurs depuis les années 50, mais c'était des médicaments extrêmement puissants avec beaucoup d'effets secondaires. Et donc, les médecins ne les donnaient vraiment que chez des gens gravement déprimés. Et les gens qui n'étaient pas très déprimés, en fait, quand on les leur donnait, c'était simple, ils les supportaient pas. Il fallait vraiment être bien déprimé pour pouvoir les supporter. Là, avec ces nouveaux antidépresseurs, ils sont très bien supportés, et donc on les a prescrits l'argamanu. Et on continue de prescrire l'argamanu. Et ça, aussi bien la conjonction du DSM et la conjonction de ces médicaments font que, par exemple, le diagnostic de dépression a été multiplié par
40 aux États-Unis entre 1993 et 2008. Voilà, en espace 15 ans, 40 fois ou 100 fois plus de gens se sont vus donner un diagnostic de dépression. Voilà, et également, à côté de ça, dans le DSM-3, on a décrit le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme avec une intelligence importante. Et là, dans les années qui suivent, tout à coup, le nombre d'Asperger a été multiplié par 50. Enfin, ceux qui ont été diagnostiqués comme tels. Voilà. Toujours est-il que voilà, on a prescrit ces antidépresseurs en disant que finalement l'anxiété c'était une forme de dépression. Et puis après, quand on s'est rendu compte que ces antidépresseurs n'étaient pas finalement très efficaces, on a dit finalement non, en fait les dépressifs, ils ne sont pas vraiment dépressifs, mais ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires, voilà. Alors, on connaissait quelque chose qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive, des gens qui passaient d'un état d'excitation et de bonheur exalté à un état de dépression, enfin de mélancolie sombre où ils pouvaient se suicider. Une maladie qui est connue, qui existe de longue date, qui touche une petite partie de la population, et là on en a beaucoup étendu le champ en l'appelant bipolarité. Et on a décrit plusieurs formes de bipolarité, dont, tenez-vous bien, une forme de bipolarité unipolaire, purement dépressif. Et donc, on a commencé à donner aux gens, ce coup-ci, non plus des antidépresseurs, mais ce qu'on appelle des thymorégulateurs, c'est-à-dire des médicaments qui sont censés réguler votre humeur, c'est-à-dire vous empêcher d'être trop gai ou trop triste, comme si le fait d'être parfois trop gai ou trop triste était forcément une pathologie. Voilà, par exemple, ce qu'on peut dire sur l'extension de la psychiatrie. Alors, par exemple, les gens ont calculé qu'aux États-Unis, l'ensemble des prescriptions de neuroleptiques et antidépresseurs représentaient dans les années 2010 24 milliards de dollars. Et avec ça, vous pouvez payer 240 000 psychothérapeutes avec un salaire annuel de 100 000 dollars, c'est pas mal quand même. Voilà. Et les prescriptions de neuroleptiques ont été multipliées par 40 dans ces 10 ou 20 dernières années aux États-Unis. Peut-être qu'en France on est un peu moins, mais enfin on est aussi pas mal. Il y a aussi au Canada, par exemple, 700 000 ordonnances de psychotropes données à des enfants de moins de 13 ans. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous avons donc l'extension du champ de la médecine et puis l'extension du champ de la psychiatrie, mais c'est pas tout, il y a mieux, il y a la création de maladies. C'est-à-dire, tant qu'à être en si bon chemin, autant créer des maladies. Et se sont créées des maladies depuis quelques années. Avant, il fallait être malade pour voir un médecin, maintenant, c'est la médecine qui vous dit qu'il y a voilà, des maladies que peut-être vous ne vous rendez pas compte. Alors, la première des maladies qui a été créée comme ça a été la ménopause. La ménopause, ça c'était dans les années 70-80. La ménopause est un passage naturel de la vie féminine où la production d'œstrogènes et d'ovules par l'ovaire s'arrête et donc il en résulte un certain nombre de troubles, dont des bouffées de chaleur par exemple, qui peuvent être gênants, mais qui disparaissent en quelques années. Mais on a dit aux femmes et aux médecins, et moi à l'époque j'étais jeune médecin, donc j'ai cru, hein, bien sûr, et j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai prescrit. On a dit, ben non, il n'y a aucune raison d'accepter ça. Et puis on a dit, ce qui était vrai d'ailleurs, que les femmes avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que les hommes, mais qu'après la ménopause, leur risque cardiovasculaire avait tendance à rejoindre celui des hommes, ce qui était vrai. Et donc on s'est dit, c'est parce que elles n'ont plus le même statut hormonal, elles n'ont plus d'œstrogènes, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que leur os se devient plus fragile, que se développe une ostéoporose. C'est pour ça que se développent éventuellement des démences, c'est pour ça qu'elles ont la peau de moins bonne qualité, les cheveux, etc. Et donc, on va traiter cette ménopause, voilà, pas la considérer comme quelque chose d'inéluctable et de normal, mais comme une maladie, on va la traiter. Donc, on a traité la ménopause, et moi je l'ai fait comme tout le monde, on a fait de bonne foi, on a donné des hormones femelles, enfin des estrogènes, de différentes formes, plus ou moins associées à de la progestérone. Alors, on a sûrement été efficace sur les bouffées de chaleur, on a donné ces traitements. Et puis, on a fait ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'une étude qui s'appelait WHI,
Women Health Initiative, qui est une étude américaine qui a concerné des centaines de milliers de femmes, a montré que les traitements de la ménopause, alors premièrement, n'entraînaient pas du tout une diminution du risque vasculaire, mais au contraire une augmentation importante, multiplier pratiquement le risque par 2, ce qui prouve que c'est pas pareil de faire une étude observationnelle et une étude interventionnelle. On s'est aperçu que ça ne changeait rien non plus avec l'apparition de démence, peut-être même que ça l'aggravait. Et puis on s'est surtout aperçu que ça augmentait le risque et même la mortalité par cancer du sein d'environ 20%. Donc à partir de là, le traitement hormonal de la ménopause a quasiment disparu et on n'en parle plus dans les journaux. Mais il y a d'autres maladies comme ça qui apparaissent périodiquement. Par exemple, le syndrome des jambes sans repos, par exemple, la fibromyalgie. Alors, c'est très intéressant parce que cette apparition comme ça de maladies au fil du temps, par exemple, quand moi j'étais jeune médecin, il y avait une maladie dont on parlait tout le temps, qui était la spasmophilie. Les gens étaient hyper excitables, ils avaient des crampes, des douleurs, des trucs, des choses bizarres. Et puis, ça, c'était les années 60. Il y avait plein de gens qui étaient spasmophiles. En général, des femmes, d'ailleurs. C'est toujours les femmes, les malheureuses, qui sont les victimes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à partir des années 80, je ne sais pas pourquoi, dans les années 80, tout à coup, plus personne n'a été spasmophile. Par contre, on a vu arriver dans nos consultations des gens qui se plaignaient de douleurs musculaires, de fatigue, puis on a appelé ça la fibromyalgie, avec plus ou moins de critères. Alors, moi, j'ai une explication, que c'est dans les années 60, la société était pleine de tonus et ça aboutit à 68. Et puis après, à partir des années 80, avec le chômage, la récession, les crises, tout ce qu'on peut, les gens étaient plutôt d'humeur triste et donc voilà, ils avaient mal partout. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne peux pas le prouver, mais voilà, ça correspond. Donc voilà, création de maladies, autre création de maladies, l'intolérance au gluten. Alors l'intolérance au gluten, ça existe, hein, c'est la maladie cœliaque. On a des anticorps qui font que lorsqu'on mange du gluten, ça détruit la muqueuse de l'intestin et donc on n'arrive pas, bien sûr, à absorber les aliments. C'est très rare, c'est une maladie qui touche une personne sur 1000 et le diagnostic est très simple, on fait une prise de sang, on voit ces anticorps. Mais comme il y a des tas de gens qui se plaignent de troubles digestifs bizarres, qui se ressemblent à rien, on a dit ah ben c'est peut-être une intolérance au gluten, mais sans anticorps. Bon, pour l'instant on n'a pas trouvé de médicament pour ça, mais on arrive à leur vendre des tas de produits sans gluten. Voilà, les gens s'astreignent à des tas d'origines compliquées. Bon, ils ont le sentiment, en tout cas on a convaincu les gens qu'au lieu d'avoir des troubles comme ça, passagers, qui faisaient partie de la vie, ils avaient une maladie, hein, la maladie cœliaque sans anticorps. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, personne ne le sait, mais les gens sont convaincus, et ils peuvent mettre enfin une étiquette sur leurs troubles, quelque part, et j'imagine que ça les rassure. Voilà pour l'extension du champ de la médecine. Alors, voyons maintenant les surdiagnostics et les surtraitements. Alors, les surdiagnostics, qui est une forme de surmédicalisation, donc on va étudier, on va aborder on va prendre comme exemple les dépistages, et en particulier les dépistages des cancers. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, les cancers, c'est une des causes principales de mortalité, hein, juste après les maladies cardiovasculaires dans un pays comme la France. Et donc, il paraît intéressant de chercher à les dépister. Alors, je voudrais d'abord quand même bien vous faire comprendre qu'on parle là de dépistage des cancers. Si on voulait vraiment agir contre les cancers, leur fréquence, leur augmentation de fréquence, même, je dirais, à cause, entre autres, des perturbateurs endocriniens et de l'environnement, mais si on voulait agir contre l'augmentation de la fréquence des cancers ou contre la survenue des cancers, il faudrait faire de la prévention, c'est-à-dire, connaissant les facteurs qui favorisent les cancers, lutter contre ces facteurs. Mais ça, on le fait très peu, pratiquement pas. Par contre, on fait beaucoup de dépistage et on dit aux gens que c'est de la prévention. Les gens assimilent prévention et dépistage et c'est pas du tout pareil. C'est quoi le dépistage? Eh ben, le dépistage, c'est de faire le diagnostic d'une maladie le plus tôt possible, dans l'espoir que faisant le diagnostic plus tôt, le traitement va être plus efficace et qu'on va éviter une mortalité, on va diminuer la mortalité ou la morbidité liée à cette maladie.
Ce n'est pas une idée idiote, c'est une idée parfaitement légitime. D'autant qu'il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage ciblé et il y a le dépistage universel. Le dépistage ciblé, ça consiste lorsque des gens sont exposés plus que la moyenne, on va dire, à certaines maladies. Par exemple, si deux de vos parents ont eu un cancer du côlon à 40 ans, ou si votre mère a eu un cancer du sein à l'âge de 40 ans, ou que vous êtes porteuse, si vous êtes une femme, de certains marqueurs génétiques dont on sait qu'ils prédisposent fortement au cancer du sein, il est parfaitement légitime de vous dépister plus que la moyenne de la population, par exemple pour le cancer du sein ou le cancer du côlon. Et par exemple, vous proposez une coloscopie tous les 3 ans, une mammographie tous les ans. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé. C'est parfaitement légitime et c'est extrêmement efficace. On prévient ainsi, on dépiste ainsi effectivement, puisque là, on s'adresse à une population qui a un risque élevé, très élevé de cancer, et par conséquent, faire du screening parmi elles, c'est extrêmement rentable. On en trouve et on prévient des morts. Voilà. Ça, c'est le dépistage ciblé. Mais ce dont on va parler, et dont il est question, c'est le dépistage universel. Alors, le dépistage universel en France, il y en a 2 qui sont en cours, et un troisième qui est fait, on va dire, un peu sous le manteau. Les 2 dépistages universels qui sont en cours, c'est le dépistage du cancer du côlon et du cancer du sein. Et le dépistage, on va dire, qui se fait sous le manteau, c'est le dépistage du cancer de la prostate. Alors, le dépistage du cancer du côlon, je ne vais pas me développer, c'est licite. Le dépistage universel du cancer du côlon permet effectivement, toutes les études le montrent, de diminuer de 30% la mortalité par cancer du côlon. Donc, si on vous le propose, faites-le. Voilà. Même on devrait le faire plus de gens devraient le faire. On va parler plutôt du dépistage du cancer du sein et du dépistage du cancer de la prostate. Vous avez entendu parler d'Octobre Rose, donc montrez vos seins, dépistez le cancer du sein par une mammographie, donc c'est ça. Alors, sachez quand même que Octobre Rose, ce n'est pas du tout une campagne de l'assurance maladie, mais c'est une campagne d'entreprises privées, d'Estée Lauder, de Marie-Claire, etc. Ce n'est pas du tout les pouvoirs publics qui ont lancé Octobre Rose. Donc, ce sont des privés à but lucratif, on va dire. Mais enfin bon, le dépistage du cancer du sein est mis en place par l'assurance maladie. Ça consiste en quoi? Ça consiste à proposer à toutes les femmes, de l'âge de 40 ans à l'âge de 75 ans, une mammographie toutes les 2 ans. De façon, dans l'idée de diagnostiquer plus tôt les cancers du sein et d'intervenir plus tôt et donc d'avoir un meilleur pronostic. Alors ça peut paraître légitime puisque effectivement le cancer du sein est le premier cancer en fréquence chez la femme. Il en apparaît 50 à 60 000 tous les ans et 8 à 9 000 femmes en meurent tous les ans. Donc c'est le premier cancer en incidence et c'est le premier cancer en mortalité chez les femmes. Donc faire un dépistage universel paraît légitime. Après, il faut maintenant, avec le recul, voir ce que ça a donné. Donc je dis bien, il s'agit d'un dépistage universel. On parle du dépistage universel et pas du dépistage ciblé des femmes qui sont particulièrement à risque pour un cancer. Ou pas des femmes qui ont, par exemple, à qui, le matin, en faisant leur toilette, se trouve une boule dans le sein. Celles-là ne vont pas attendre la mammographie dans 2 ans. Dépistage universel. Alors, on a maintenant du recul, parce que ça se fait dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, globalement, ça a un effet bénéfique, et un effet bénéfique qui est peu important, mais qui est globalement. Il y a des études qui disent que ça ne sert à rien, mais globalement, ça a un effet bénéfique qui est évalué à 15%. Alors, vous allez me dire, 15%, c'est beaucoup, parce que dans notre idée, 15%, un bénéfice de 15%, ça veut dire que sur 100 femmes, il y en a 15 qui ne vont pas mourir d'un cancer du sein grâce à ça. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. D'abord, il faut savoir que le cancer du sein, Dieu merci, ne touche pas toutes les femmes, seulement 1 sur 10, même moins. Donc déjà, on arriverait à 1,5. Ça veut dire, en fait, pour comprendre, pour que vous visualisiez bien les choses, il faut que je vous explique les chiffres que ça représente. Si vous voulez, pour éviter une mort, un décès par cancer du sein, il faut faire une mammographie tous les 2 ans, pendant 10 ans, à 2000 femmes. Voilà. Donc quand vous avez fait une mammographie tous les 2 ans pendant 10 ans à 2000 femmes, vous avez, statistiquement, évité une mort par cancer du sein. Mais en même temps,
en même temps, vous avez découvert 10 femmes chez qui vous avez découvert un cancer du sein, mais qui probablement n'auraient pas évolué, n'auraient pas été mortelles. Et ces femmes, elles vont avoir une résection totale ou partielle de leur sein, une radiothérapie, une chimiothérapie qui probablement était inutile parce que il faut savoir qu'il y a des cancers qui régressent ou qui évoluent très peu, à côté d'autres cancers qui sont extrêmement agressifs quoi qu'on fasse. Et puis, à côté de ces 10 femmes que peut-être on embête pour rien, il y a encore 200 femmes chez qui on va découvrir des images anormales, chez qui ça va déclencher de l'anxiété, chez qui on va faire des biopsies avec éventuellement des complications. Ces biopsies vont s'avérer négatives, et donc voilà, on va leur dire, ben non, tout ça c'était pour rien. Mais on va bien sûr continuer, c'est pas parce que vous avez une biopsie qui a dit que vous n'avez pas de cancer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à vous faire les mammographies jusqu'à 75 ans. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dans ce système, dans ce programme Octobre Rose, dans ce programme de dépistage systématique. Ça veut dire peut-être qu'il faut expliquer, les médecins devraient peut-être expliquer aux femmes quels sont les avantages et les inconvénients. Il y a aussi l'irradiation liée aux mammographies itératives, et peut-être leur demander de les informer, leur demander de choisir, ce qui est un petit peu les préconisations actuelles. Voilà pour le cancer du sein. Pour le cancer de la prostate, il n'y a pas de dépistage organisé et systématique, mais beaucoup de messieurs demandent à leur médecin, beaucoup de médecins le font tous les 6 mois, tous les ans, etc. De quoi s'agit-il? Alors là encore, ça paraît justifié, c'est-à-dire que le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers chez les hommes, il y a 50 000 cas qui apparaissent tous les ans, et environ 8 à 9 000 personnes, hommes, en meurent tous les ans. Donc ça peut paraître justifié d'essayer de le dépister. Alors on le dépiste comment? Soit par le toucher rectal, enfin ça se fait de moins en moins pour toutes sortes de raisons, mais beaucoup par une prise de sang qui est le dosage du PSA. Le PSA, prostate spécifique antigène, une protéine qui circule dans le sang, et lorsqu'elle est au-dessus d'un certain taux, on considère qu'elle est l'indice qu'il y a des cellules cancéreuses dans le sang. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais enfin, il a été considéré qu'au-dessus de 4, c'est un consensus d'experts, qu'au-dessus de 4, un PSA est suspect, et donc si vous avez un PSA supérieur à 4, vous êtes éligible à une biopsie prostatique. Bien. Alors, d'abord, il faut savoir que lorsqu'on fait des biopsies prostatiques, déjà aux hommes qui ont un PSA supérieur à 4, déjà 7 sur 10 seront normaux, n'auront pas de cellules cancéreuses. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il ne faut pas confondre présence de cellules cancéreuses dans la prostate et cancer prostatique. Ce n'est pas la même chose. Les cancers prostatiques par exemple, à Chicago, ils ont autopsié ils ont coupé en tranches les prostates de 400 personnes qui étaient mortes d'accident. Et ça, c'est des choses qui avaient déjà été faites très longtemps avant. On faisait beaucoup d'autopsies dans le temps et on coupait en tranches les prostates des gens qui mouraient de n'importe quoi. Et on s'était aperçu que pratiquement tout le monde avait un cancer de la prostate. En tout cas, dans cette étude de Chicago, 10% des hommes de 30 à 40 ans qui ne se plaignaient absolument de rien avaient des cellules cancéreuses dans leur prostate et environ 70-80% des hommes de plus de 70 ans. Voilà, premièrement. Deuxièmement, si vous faites, on fait 6 biopsies dans la prostate quand on fait des biopsies, et on trouve, je vous l'ai dit, mettons un cancer dans 3 cas sur 10. Bien. Mais il y a des gens qui se sont amusés à faire non pas 6, mais 12 biopsies. Et à ce moment-là, au lieu de trouver chez 3 personnes sur 10, vous allez en trouver, mettons, chez 6 ou 10. Et de même, il y a des gens qui se sont amusés, ils ont dû trouver des gens consentants. Par exemple, ils ont fait des biopsies à des gens qui avaient des PSA à 2, considérés comme normaux. Et bien, ils ont trouvé comme ça 10-20% de cancer. Donc tout ça pour vous dire que finalement, la conclusion de tout ça, c'est que, sachant que le cancer de la prostate est un cancer d'évolution très lente, qu'il est très répandu sans qu'on puisse vraiment parler de cancer, sachant qu'il y a des formes extrêmement agressives que même lorsqu'on les diagnostique tôt, d'emblée elles sont métastatiques, elles vont flamber quoi qu'on fasse, finalement, il a été montré par 2 études, une étude américaine, une étude européenne qui a inclus des centaines, des dizaines de milliers de gens, que ça ne diminue que de doser systématiquement le PSA, ou même faire des touchés rectaux systématiques, ne diminuait pas le risque de mourir d'un cancer de la prostate. Par contre, effectivement, ça fait découvrir beaucoup de soi-disant cancers de la prostate,
ça aboutit à beaucoup de prostatectomies radicales, radiothérapie prostatique, et 50% des gens qui subissent ce genre de geste se retrouvent avec une impuissance érectile et une incontinence urinaire, ou les deux. Donc voilà, c'est un phénomène. Là, ça ne sert à rien. Donc, le dépistage, il peut aboutir, et dans le cas de la prostate, le dépistage du cancer de la prostate, il aboutit à une surmédicalisation. Même quand ce dépistage est licite, comme pour le cancer du sein ou du côlon, il aboutit quand même à des tas de gestes qui peuvent avoir des inconvénients et qui, pour 90% des gens qui vont les subir, vont s'avérer négatifs. Ça peut être aussi un aspect de la... On peut considérer que c'est une forme de surmédicalisation. Dernier aspect de la surmédicalisation, c'est ce que un ami pharmacologue, François Pestier, appelle la fabrique des seuils. Alors, je résume, je vais essayer de ne pas être trop long. Vous savez que la cause principale de mortalité dans un pays comme la France, ce sont les maladies cardiovasculaires. Bien, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelait des facteurs de risque, que tout le monde n'était pas égal quant au risque de maladies cardiovasculaires et de mort cardiovasculaire, et que parmi ces facteurs de risque, il y avait l'hypertension artérielle et un taux élevé de cholestérol. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'hypertension, le chiffre de tension artérielle, plus il est élevé, plus on a des risques d'avoir des maladies cardiovasculaires, une corrélation entre le chiffre de cholestérol, du mauvais cholestérol, plus il est élevé, plus vous avez des risques d'avoir de maladies cardiovasculaires. Ce sont là des études observationnelles, c'est ce qu'on voit. Après, c'est autre chose de prouver que lorsqu'on fait baisser la tension des gens des tensions trop élevées, on diminue leur risque. Ceci est une autre chose. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'hyperartérielle parce que le raisonnement est exactement sur le cholestérol. Donc, voilà. L'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est quoi l'hypertension artérielle? Ça commence où? Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Parce que quand on prend la tension artérielle à 1000 personnes, on ne va pas obtenir une courbe. On ne va pas obtenir une première courbe de gens qui ont des tensions très élevées, et puis une autre population de gens qui ont des tensions normales. On va dire que la tension normale, c'est 13,8. On va au contraire obtenir une seule courbe en cloche, qu'on appelle une courbe de Gauss, et le sommet de cette courbe, la moyenne, le nombre le plus important de personnes, globalement, a une tension autour de 13,8. Dans la partie gauche de cette courbe, eh ben, il y a, mettons, 2,5% ou 5% de la partie gauche est considérée comme étant hypotendue, et 2,5% ou 5% de la partie droite de cette courbe est considérée comme étant hypertendue. Pour vous donner les choses, pour vous visualiser les choses plus clairement, il faut parler plutôt de nombre de sujets à traiter. C'est-à-dire combien faut-il traiter de sujets hypertendus pour éviter un accident cardiovasculaire. Alors là encore, ça dépend effectivement du seuil qu'on fixe à l'hypertension artérielle. Si on fixe par exemple le seuil de l'hypertension artérielle à 20-13, eh bien des études dans les 50 avaient montré avec les médicaments très mauvais qu'on avait à l'époque déjà qu'il suffisait de traiter 2 personnes en un an pour éviter un accident cardiovasculaire majeur. Donc c'était extrêmement rentable, mais c'était des gens qui avaient plutôt 25-13 de tension. Bien, et donc au fil des années, on a des études, des experts se sont dit à partir de quand on va parler d'hypertension. Pendant très longtemps, on a considéré que les tensions commençaient au-delà de 15,9, c'est-à-dire à partir de 16,9, 16,10. Et pour vous donner une idée, il faut que vous traitiez, il faut qu'un médecin traite 18 personnes qui ont une tension supérieure à 16,9. Il les traite pendant 18 ans, pendant des années, pour éviter un accident cardiovasculaire. Ça veut dire quand même que 94% des gens qui sont traités entre guillemets pour rien. Mais bon, on peut estimer que là, le bénéfice est 7%, mais moi je veux bien qu'on risque de prendre ces médicaments, même pour un bénéfice de 7%. Après tout, quand je prends un billet de loterie, les risques de gagner sont beaucoup moins que 7%. Donc, voilà. Donc on en était là, on est longtemps resté là. Et puis petit à petit, on a vu, comme par hasard, les consensus d'experts abaisser les seuils. Les seuils ont baissé à 13,8, par exemple. Et il faut comprendre que lorsque vous passez 16,9, mettons, ça va être par exemple 5 ou 10% de la population qui est hypertendue, mais si vous passez
à 13,8, au-delà de 13,8, là, ça va être pratiquement 30 ou 40%. Vous allez passer de 1 million de gens à 10 millions de gens. C'est pas juste, c'est pas linéaire, hein, c'est exponentiel l'augmentation du nombre de gens à traiter. Et là, par exemple, voilà, là, on va voir qu'il faut traiter, je ne sais pas, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de gens pour éviter un accident cardiovasculaire. Et pareil, lorsqu'on met le seuil à 12,8, traiter plusieurs centaines de gens pour éviter un accident cardiovasculaire. Donc, on peut commencer à se demander est-ce que vraiment ça vaut la peine. D'autant que pour obtenir des... Alors, non seulement il faut traiter les gens dessus, mais il faut obtenir ces chiffres de 12,8. Et pour obtenir ces chiffres, mettons de 12,8 ou de 13,8, on va donner 2, 3, 4 antihypertenseurs de différentes familles avec des effets secondaires et des chutes, des morts par chute, des morts par complications, des hypotensions, enfin, toutes sortes de complications des médicaments qui font qu'on va aboutir finalement à un effet délétère dans la vie réelle plus qu'à un effet bénéfique. Voilà. Donc, voilà un exemple de ce qu'on appelle l'abaissement des seuils, l'effet de l'abaissement des seuils, donc des surtraitements. L'abaissement des seuils aboutit à un surtraitement, à des traitements à des gens qui n'en ont pas besoin et chez qui le traitement va être plus délétère globalement pour la majorité des gens. Pour plus de gens, il va être délétère plutôt que bénéfique. On peut faire exactement le même raisonnement avec le cholestérol, mais je ne vais pas développer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez les gens qui n'ont jamais, chez les gens qui ont eu un accident cardiovasculaire, il est bénéfique de leur donner une statine, un médicament qui abaisse le taux de cholestérol. On abaisse leur mortalité de 20 à 30%. Chez les gens qui n'ont, ça s'appelle la prévention secondaire. Chez les gens qui n'ont jamais eu d'accident, ce qu'on appelle la prévention primaire, eh bien, il faut traiter environ 250 personnes pour éviter un accident cardiovasculaire. Donc, on peut décider de le faire, mais ça veut dire que on va traiter 99 ou 99,5% des gens qu'on va traiter n'en tireront aucun bénéfice, on a un médicament pour rien. Il serait par contre, mais ça on le fait beaucoup moins, beaucoup plus efficace de réduire le tabagisme. Lorsque quelqu'un arrête de fumer, il réduit son risque cardiovasculaire de 30 à 40%. Et ça ne coûte rien, et puis ça n'a aucun effet secondaire néfaste. Ou l'activité physique, ou le régime méditerranéen, ou la consommation de fibres. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on dose le cholestérol et quand on donne des statines, on fait du dépistage et du surtraitement, mais on ne fait pas de la prévention. La prévention, c'est l'arrêt du tabac, l'activité physique, le régime méditerranéen, etc. Et les gens croient qu'on dépiste le risque vasculaire. Non. Enfin, qu'on prévient le risque vasculaire. Non. On le dépiste, on ne le prévient pas. Voilà. Voilà pour les aspects de la surmédication. Il y en a probablement d'autres, mais c'est ceux-là que je voulais donner en exemple. Alors, quelles sont les forces qui poussent à la surmédicalisation? Alors, j'en ai listé 4. Il y a la croyance en la foi et au progrès, il y a Big Pharma, il y a le médico-légal et il y a le paiement à l'acte. Alors, la croyance en la foi et au progrès, c'est certainement quelque chose d'extrêmement sympathique et justifié. Dieu merci, la médecine est devenue scientifique, c'est pas plus des sorciers ou des chamans. On utilise la science pour faire la médecine, ça nous permet de soigner de façon rationnelle. La rationalité est très importante dans la médecine. Ça a permis de trouver des médicaments. Sauf que, si vous voulez, cette croyance a abouti au fait que de plus en plus, d'abord les gens assimilent la médecine, croient que la médecine est une science, alors que la médecine n'est pas seulement une science, nous y reviendrons, c'est un art, premièrement. Deuxièmement, on a tendance à penser que de toute façon, il y a des traitements pour tout, c'est-à-dire qu'on finira par trouver un traitement pour toutes les maladies, et de toute façon, tous les symptômes qu'on a, toutes les choses qui peuvent nous embêter du jour ou de l'autre, et ça, il y a un médicament pour ça, et on ferait besoin de le prendre. On peut même penser, on pense même qu'on peut arriver à l'augmenter, c'est-à-dire que même si on n'a aucune maladie, on va très bien, mais peut-être qu'en prenant certaines substances, je ne sais pas, la déhydroépiandrostérone par exemple, la DHA, va devenir encore mieux, ça lave plus blanc que blanc, si je peux dire, pour reprendre Coluche. On va être plus fort, plus intelligent, sexuellement actif, etc. Voilà, ça c'est la croyance en le progrès, en la foi, ce qui est positif, mais qui aboutit aussi, qui est un des facteurs qui pousse à la surmédicalisation. C'est-à-dire qu'on fait appel, on dit aux gens, vous voyez, il a été démontré et donc, attention, il faudrait que vous preniez tel médicament. Alors là-dedans, évidemment, autre facteur important
surmédicalisation, ce qu'on appelle Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie mondialisée, puissante, qui représente en France et Sanofi, on doit être 3e ou 4e mondial. Ça représente des grandes entreprises du CAC 40 qui font des milliards d'euros de profit, qui ont, Sanofi, je crois, travaillé 140 000 personnes dans le monde, dont, je ne sais pas, 40 000 ou 50 000 en France, voilà. Ce sont des sociétés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des sociétés privées à but non lucratif qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Voilà. Ce ne sont pas des sociétés de bienfaisance. Alors, bien sûr, ils fabriquent des médicaments, ils fabriquent les médicaments dont on a besoin, des Doliprane, par exemple, mais pas que. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médicaments sont brevetés. Déjà, ça peut paraître bizarre qu'on brevette quelque chose qui est bon pour l'humanité, mais bon. Eux disent, on dépense beaucoup d'argent pour faire des recherches, pour trouver des médicaments, et il faut quand même qu'on puisse revenir sur nos frais. Encore que, combien coûte la découverte d'un médicament, personne ne le sait, puisque c'est un secret industriel. On n'a pas le droit, si quelqu'un dit, voilà, ça a coûté tant, il est poursuivi en justice. Bien. Le prix des médicaments n'est pas forcément fixé en fonction de ce que ça a coûté au laboratoire qui l'a découvert. Alors, comme il faut que pendant les 10 ans où l'entreprise pharmaceutique va avoir le brevet de ce médicament, elle puisse se rembourser et faire le maximum de bénéfices. C'est-à-dire qu'il faut que tous les ans, elle sorte ce qu'on appelle un blockbuster, c'est un médicament qui est vendu aussi cher que possible à des tas de gens, et à des gens qui peuvent le payer. L'exemple, ça a été les statines, mais l'exemple le plus récent, ça a été le traitement de l'hépatite C. Le traitement de l'hépatite C a été proposé en France à 40 000 euros. Alors, pourquoi 40 000 euros? Parce que le laboratoire estimait que c'était le prix que la société française était prête à payer pour guérir l'hépatite C. Parce que c'est vrai que ça marche bien, ça guérit. Mais en Égypte, où les gens sont moins riches, elle l'a proposé à 400 euros. 400 euros, c'est le prix maximum que les Égyptiens pouvaient payer pour un traitement. Voilà. Il y a eu exactement la même histoire avec les traitements du sida, qui revenait à 30 euros par jour, et que finalement, on a fini par donner en Afrique moins de 20 euros par jour, parce qu'ils avaient peur de se voir envahir par le sida africain en l'occurrence. Donc, on sort des médicaments très chers, ce qu'on appelle des blockbusters. On ne se soucie pas de chercher plutôt des médicaments pour répondre aux besoins des populations, soit aux besoins des populations des pays développés, soit aux besoins des populations des pays moins développés, comme le paludisme, la tuberculose. Songez qu'il n'y a eu aucune découverte, ou l'antibiorésistance, la résistance des bactéries antibiotiques, il n'y a eu aucun antibiotique qui a été mis sur le marché ces 20 dernières années. Voilà. Et puis, je vous le rappelle, pour rester en actualité, il y a 10-15 ans, toute la recherche sur les coronavirus a été arrêtée parce qu'on pensait que ça ne servait à rien, que ça ne déboucherait pas sur un médicament sur lequel on pourrait faire des bénéfices. Mais l'industrie pharmaceutique, elle ne fait pas seulement ça. Mais aussi, elle infiltre toute la société médicale. Il faut que vous sachiez que, à prescrire, toutes les sociétés médicales, aucune revue médicale ne s'autofinance. Elles sont toutes financées par l'industrie pharmaceutique. Tous les congrès sont entièrement payés par l'industrie pharmaceutique, qui paye la loi de la salle, les intervenants, etc. Elle paye même l'inscription des médecins pour y aller. Donc elle paye 2 fois le congrès. Il faut savoir qu'un médecin, qui va à un congrès 9 fois sur 10, il demande à un laboratoire de payer l'inscription, l'hôtel, le voyage et éventuellement les repas. Voilà. Et donc s'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un retour sur investissement. Lorsqu'un laboratoire va payer l'accès à un congrès, surtout si c'est un endroit sympa, il y a une soirée festive, etc., vous avez tendance quand même si vous êtes honnête, il ne s'agit pas d'acheter les consciences, mais à prescrire plutôt son médicament. Ça, c'est pour Big Pharma. Autre facteur qui pousse à la surmédicalisation, c'est le médico-légal. Alors, il faut comprendre que pour nous autres médecins, théoriquement, nous avons obligation, non pas de résultats, mais de moyens. On est censé mettre en œuvre les moyens pour faire les bons diagnostics et pas passer à côté. On ne nous demande pas quand même de guérir le monde, encore que. Mais bon, on a obligation de moyens. Le problème, c'est que ça commence où et ça finit où, les obligations de moyens. Pour vous expliquer comment on donne. Mettons qu'Alain tombe, il prend un coup sur l'épaule. Je l'examine et je me dis qu'il a une contusion musculaire.
il a une contusion musculaire. Et je lui dis, monsieur ou madame, vous avez une contusion musculaire. Ah oui, mais pourquoi vous ne me faites pas une IRM de l'épaule? Et quoi faire? Ah ben pour voir la contusion. Écoutez, moi je suis médecin, je vous examine, je vous dis qu'il y a une contusion. Et voilà, mais les gens, non, on les examine, on leur dit, non, ils veulent voir des images. Comme ils ont appris à lire dans des bandes dessinées, ils veulent voir des images. Et il faut savoir que c'est, par exemple, un scanner à des gens qui se plaignent de douleurs de sciatique et un scanner à des gens qui ne s'en plaignent pas, pratiquement, vous trouvez autant de hernies discales. Voilà. Et les hernies discales, si vous ne les opérez pas, dans 95 ou 99% des cas, elles vont régresser toutes seules. Donc, alors qu'on a tendance à opérer des images radiologiques. Et donc, les gens vous reprocheront, et si un jour vous n'avez pas fait un examen, il se trouve qu'effectivement, par exemple, il toussait, il voulait un scanner, vous ne l'avez pas fait parce que vous estimez que ce n'est pas la peine, et que quelqu'un d'autre a prescrit un scanner et découvre un cancer du poumon, on va vous traîner en justice. Donc, vous avez tendance à ne pas refuser, à céder à la pression des gens, et en fait, qui est en fait la pression de la société, d'une société qui pense que plus c'est mieux. Et il y a des associations et des cercles de réflexion qui s'appellent aux États-Unis, en Angleterre, choisir de façon sage, c'est-à-dire choisir, non pas, qui combattent l'idée que plus on en fait, mieux c'est. Mais dans la tête des gens, plus on en fait, mieux c'est. Et si un jour ils ont été malades, il faut qu'il y ait un coupable, et c'est en général le médecin qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela. Ils vont trouver un avocat ou un expert pour leur dire ça. Ça, c'est le médico-légal, et ça, tous les jours en consultation, quand nous sommes en consultation en face de gens, même des choses tout à fait simples, on a ça en tête. On a ça en tête, et donc on s'arrange avec. Voilà. On essaye quand même de ne pas trop prescrire. Alors, autre aspect qui pousse à la surmédicalisation, à l'acte. À peu près la moitié des soignants, des médecins en France, sont des libéraux qui sont payés à l'acte, parfaitement honnêtes et compétents, sauf que quand même, et l'autre moitié, ce sont des salariés, des hospitaliers, qui touchent une paye tous les mois et qui touchent la même paye qui opéraient plus ou moins de gens. Et par exemple, on observe que se font beaucoup plus d'interventions pour déviation de la cloison nasale en milieu privé qu'en milieu public, ou d'interventions pour les hallux valgus, enfin que beaucoup d'interventions qui sont des interventions simples, chirurgicales simples et bien cotées, c'est une cotation, hein, vous êtes payé en fonction de cotation, se font beaucoup plus dans le privé libéral que dans le public. Voilà, on observe aussi des disparités entre les régions, entre le fait qu'il y ait ou pas des cliniques privées dans les régions, entre les types de population, si elles ont des mutuelles ou pas. Le paiement à l'acte est un facteur de surmédicalisation discutable, d'autant plus grave, on le voit, y compris l'hôpital public depuis Roselyne Bachelot, dont tout le monde dit malheureusement grand bien actuellement, c'est quand même elle qui a en place la tarification à l'activité à 100% dans les hôpitaux publics, ce qui a abouti à démanteler l'esprit de corps dans l'hôpital public, à détruire, on va dire quasi détruire l'hôpital public on le voit actuellement. C'est-à-dire que dans un hôpital public, tout le monde était payé pareil, tout le monde travaillait, et voilà. Puis là maintenant, voilà, il y a des gens qui disent, ah ben moi je fais rentrer plus d'argent dans l'hôpital que toi. Toi tu soignes des anorexies mentales, tu passes des heures à discuter avec elles, elle reste hospitalisée 3 mois pour gagner 1 kilo, et ça rapporte 2 euros, tandis que moi, pendant ce temps-là, je vais faire 150 endoscopies et je vais rapporter 100 000 euros à l'hôpital. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui impacte la cohésion des équipes médicales et qui aboutit à des tensions. Enfin, ça aboutit au fait que l'hôpital, géré comme une entreprise, réduction des coûts, optimisation des flux, pas de réserve, enfin, voilà. Tout s'applique à l'industriel, aux usines, c'est appliqué à l'hôpital, on en a vu récemment les résultats délétères. Voilà pour les facteurs qui poussent à la surmédicalisation, bien sûr, on peut en discuter. Alors, on est à l'Université populaire de philosophie, essayons de réfléchir philosophiquement sur la surmédicalisation. Est-ce que la philosophie peut nous aider à comprendre et à lutter éventuellement contre la surmédicalisation? La réponse est oui. Alors, pour ma part, parce que je l'ai pas mal étudié, je me fais une conférence là-dessus, je me réfère à
Georges Canguilhem. Qui est Georges Canguilhem? Canguilhem était un philosophe qui est en 1901, je crois, est décédé en 1995. Donc c'est un philosophe. Il a fait l'école normale supérieure, etc. Il est devenu agrégé de philosophie. Mais il s'intéressait beaucoup à ce qui dit à la notion de normal et de pathologique. Qu'est-ce que le normal? Qu'est-ce que le pathologique? Qu'est-ce qui est le normal? Qu'est-ce qui est anormal? Question philosophique aussi. Et il lui a semblé que la médecine était un champ tout à fait adapté pour discuter de cette question du normal et du pathologique. Mais il ne s'est pas contenté de lire des livres, des choses comme ça. Il s'est dit, carrément, il a fait médecine. Il est devenu médecin. Il a fait 7 ans d'études. Et en 1943, en pleine guerre, il a soutenu une thèse qui s'appelait le normal et le pathologique. C'était sa thèse de 1943 qu'il a soutenue, qu'il a ensuite remaniée. Publié, la dernière version a été publiée en 1906 sous un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique de Georges Canguilhem, que je veux dire. Et si vous voulez le lire, il faut y consacrer 3 mois. C'est très ardu, mais très intéressant, très dense, point de vue intellectuel. Bon, je ne vais pas vous... Je vais de résumer ce qu'il dit là-dedans et dans ses autres écrits sur la médecine. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il fait remarquer que la maladie, il y a eu des malades pour qu'il y ait des médecins. Il y a eu d'abord des gens malades, et parce qu'il y a eu des gens malades, sont apparus des médecins qui étaient au départ des sorciers, des chamans, des guérisseurs, tout ce que vous voulez, et puis après, de plus en plus, des médecins s'appuyant sur la science. Donc, ça, c'est pas le médecin qui est premier, qui crée la maladie. Enfin, ça devrait pas être ça, mais c'est la maladie qui nécessite la présence d'un médecin. Deuxièmement, qu'est-ce que la maladie? Alors, depuis le 19e siècle, depuis Claude Bernard disait la maladie, ce n'est qu'une forme exagérée, amoindrie ou abolie du normal. La maladie est une variation du normal. Et nous avons tout à l'heure, en tout cas, c'est pour les maladies chroniques, bien sûr, pas pour les infections, les fractures, tout ça, mais pour la maladie chronique, qui représente l'essentiel des maladies que les médecins prennent en charge et l'essentiel des dépenses de la sécurité sociale, par exemple, ce sont des maladies chroniques, ce sont des variations, elles se présentent comme des variations du quantitatif, c'est-à-dire vous avez trop de sucre dans le sang, vous êtes diabétique, vous avez trop de tension, vous êtes hypertendu, vous avez trop de cholestérol, vous êtes hypercholestérolémique, etc. Donc, dans l'esprit des médecins, depuis Claude Bernard, la maladie, c'est une anomalie quantitative, c'est une modification quantitative du normal. Ce que Canguilhem critique. Il ne dit pas que ça n'existe pas, ça, mais il dit qu'avant tout, la maladie, c'est quelque chose qui est vécu par les gens et que c'est avant tout une souffrance, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Et inversement, il pose la question de la santé. Qu'est-ce que la santé? Il dit la santé, c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu dire, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Comme nous sommes en bonne santé, nous n'avons aucune conscience de notre corps. Ce qui nous arrive quand on est jeune. À un certain âge, malheureusement, beaucoup moins. Et donc, la santé, c'est le silence des organes. On ne sait pas qu'on a un corps, on ne s'en rend pas compte. Mais ce qui est vrai, ça veut dire que c'est l'absence de maladie, de souffrance ou de douleur. Mais Canguilhem va plus loin. Il dit que ce n'est pas seulement ça, la santé. Il dit que c'est aussi la capacité, ce qu'il appelle lui la capacité normative. C'est-à-dire qu'il dit que l'individu vivant, et il dit que la maladie et la santé sont des propres du vivant. C'est aussi une idée importante. Il n'y a pas de maladie de la chimie organique ou de la physique ou de la métallurgie. Mais il y a des maladies et de santé du vivant. Et donc il dit que la santé, c'est être en bonne santé, c'est être capable d'imposer des normes, de changer ses normes. Par exemple, je vais vivre à 3000 mètres ou 4000 mètres d'altitude, et là, mon corps va s'adapter, je vais avoir moins d'oxygène dans l'air, et donc mon corps va produire plus de globules rouges pour capter le peu d'oxygène qu'il y a dans l'air et que je puisse continuer à vivre normalement. Par exemple, voilà, c'est ça les capacités normatives de la santé. Être en bonne santé, c'est pouvoir s'adapter à des circonstances nouvelles, à des situations nouvelles. Donc être malade aussi, c'est quelque chose qui est ressenti, c'est un état pour la personne qui est malade, c'est quelque chose qui est, pour lui, c'est quelque chose de qualitativement différent. Il était en bonne santé, tout à coup, il est malade. Alors soit il est réellement
malade, soit il se croit malade, mais il ne l'est pas. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'on se croit malade qu'on est forcément. Et Canguilhem ne nie pas du tout que il est utile que le médecin dise à quelqu'un, ben non, écoutez, les symptômes que vous avez, moins de, je ne sais pas quoi, mais d'aucune maladie qui nécessite un traitement médicamenteux. Ça, c'est le côté rationnel de la médecine que Canguilhem ne rejette pas. Mais il dit quand même, il faut tenir compte du fait que les gens se sentent malades ou pas malades, et la maladie, c'est un état qualitatif. Il dit aussi, ce qui est important, et j'y réfléchissais en pensant à quelqu'un comme Stephen Hawking, c'est que pour l'état de maladie, c'est souvent une diminution, mais pas toujours. Il dit que c'est une autre allure de la vie. Peut-être que s'il n'avait pas eu cette horrible maladie neurologique, Stephen Hawking n'aurait pas été le génie de la physique qu'il a été. Peut-être que s'il n'avait pas été sourd, Beethoven n'aurait pas été le grand musicien qu'il a été, ou voilà, où les gens qui ont de troubles psychiques peut-être ne seraient pas devenus les grands artistes qu'ils ont été, comme Antonin Artaud ou Gérard de Nerval. Voilà. Voilà pour la maladie de la santé, voilà pour le fait de la maladie comme état qualitatif et non pas quantitatif. Il dit encore d'autres choses intéressantes, Canguilhem, sur la norme moyenne. Il dit il ne faut pas confondre la moyenne avec la norme. Voilà, si on regarde une population, on regarde, mettons que la tension artérielle moyenne, la population adulte française, on va dire, elle est de 13,8. Mais ça, c'est valable dans la France d'aujourd'hui, dans notre climat. Peut-être que la pression artérielle, elle est différente si on va vivre au Congo ou si on va vivre au Groenland. Voilà. Même votre pression artérielle au repos, mais si on vous fait faire un test d'effort cardiologique, votre pression qui était à 11, à 12 ou 13, mettons, elle va monter à 18 ou à 19, c'est normal. Ça n'a rien de pathologique, c'est même heureusement qu'elle monte. Si elle ne montait pas, ça serait dangereux pour vous. Donc, il faut confondre la norme et la moyenne. Et il dit qu'on a tendance justement à assimiler la norme à la moyenne. Ce n'est pas parce qu'une valeur est moyenne qu'elle est normale. Elle est simplement normale parce qu'elle correspond à ce qui est de mieux pour la personne. Et ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur qu'est-ce que la tension artérielle normale, que le cholestérol normal. Il y a des gens pour qui la tension artérielle normale, c'est 9 de maxima. Ils vivent très bien comme ça. Ils vivent même probablement plus longtemps que ceux qui ont des tensions plus élevées. Et d'autres qui se trouvent bien avec des tensions à 15,8 ou 15,9 ou 15,10. Et lorsqu'on descend au-dessous, ils ne sentent pas bien du tout, ils ont toutes sortes de troubles. Voilà ce que dit Canguilhem, et qu'il faut entendre, qu'il faut prendre en compte. Alors, effectivement, avec cette étude comme ça de la pensée il parle aussi, Canguilhem, aussi de la... Je ne sais plus quel est le terme, enfin, il dit qu'il faut qu'on soit en bonne santé. Voilà, la société nous dit vous devez être en bonne santé, et nous oblige à prendre des médicaments, à nous soigner. On a une obligation de soin quelque part, d'être en bonne santé, comme on a l'obligation d'être beau, mince, intelligent, etc. Donc voilà ce que dit Canguilhem, et donc ça nous fait comprendre, ça nous fait lutter contre la surmédicalisation, c'est-à-dire les phénomènes de la surmédicalisation, c'est-à-dire que la maladie, c'est pas ce que ressent le patient, mais c'est au médecin de vous dire que vous êtes malade, alors que vous pensez ne l'être, et même que souvent vous ne l'êtes pas. Donc la maladie comme définie par le médecin, la maladie comme variation quantitative du normal, donc encore une fois, au fur et à mesure que les sociétés abaissent les seuils, il y a de plus en plus de gens qui deviennent malades du jour au lendemain. Aux États-Unis, quand on a passé le cholestérol normal, mettons de 2,30 g à 2 g, en une nuit, il y a 20 millions de gens qui sont devenus malades du cholestérol. Et le fait que la maladie est un état qualitatif et pas simplement une variation quantitative du normal. Voilà sur ce que peut dire Canguilhem et comment on peut utiliser sa philosophie pour essayer de lutter idéologiquement contre le sous-bassement. On va dire c'est un sous-bassement qui n'est pas évident, enfin qui est implicite. Les gens font des tas de choses, tous les médecins, enfin moi d'autres, comme les autres, j'en ai fait, je continue de la surmédicalisation, mais sans savoir que j'en faisais. Voilà. Donc de lire Canguilhem, ça m'a aidé, puis d'autres.
de lire prescrire, par exemple, ça m'a aidé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la surmédicalisation? Déjà, ce que j'exprime, c'est une opinion. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de surmédicalisation et que ça vaut le coup de traiter 10 000 personnes pour rien de l'hypertension pour éviter une mort. C'est un choix qu'on peut faire soit personnellement, un choix que peut faire la société. Il faut quand même réfléchir. Quand on fait ce choix de traiter, mettons, 10 000 personnes probablement pour rien d'une hypertension, ce sont des ressources qu'on met dans la prévention. Voilà, on met très peu de ressources dans la prévention de l'obésité, dans l'arrêt du tabac, dans l'arrêt de l'alcool, etc. Je me rappelle que le mois janvier sur l'alcool a été balayé par les lobbies de l'alcool. Donc, qui surmédicalisation dit aussi quelque part sous-médicalisation, et sous-médicalisation en particulier dans le domaine de la prévention, qui ne rapporte rien à personne, qui coûte comme de l'argent à faire, mais qui est extrêmement rentable au point de vue prévention des maladies. Après, on peut discuter est-ce que c'est normal que les entreprises pharmaceutiques fassent des bénéfices? Est-ce que les médicaments qu'elles découvrent ne devraient pas tomber directement dans le domaine public parce que c'est une découverte utile à l'humanité? Est-ce que si elles étaient contrôlées par les populations, si les peuples avaient leur mot à dire dans la recherche médicale, ou même les recherches simplement, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des recherches vers les véritables maladies qui affectent les gens, plutôt que vers des créneaux extractables et en vendant des médicaments pour des niches, ce qu'on appelle des niches maintenant, à des prix exorbitants. Vous savez qu'il y a pour certaines variétés, sous-variétés de cancers, qui concernent que quelques dizaines d'individus, qui sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'euros le flacon. Voilà, il faut savoir ça. On est passé du blockbuster à la... On peut aussi se poser la question de l'exercice du paiement à l'acte. Voilà, on peut se poser la question, est-il normal? Il faut savoir que, par exemple, il y avait des cliniques privées avant qui appartenaient aux médecins, ma foi, ils travaillaient, ils se payaient, ils payaient leur personnel, et puis à la fin de l'année, voilà, ils avaient les comptes, mais aujourd'hui, c'est pas ça. La plupart, l'immense majorité des cliniques privées appartiennent à des fonds de pension, c'est-à-dire investisseurs qui exigent évidemment un retour sur investissement de l'ordre de 5 à 10%. Et ça veut dire que ces fonds qui sont versés à des investisseurs, au fond, c'est de l'argent public, c'est nos cotisations sociales, nos impôts. Est-ce qu'il est normal que l'argent public, l'argent socialisé, puisse être versé à des entreprises privées à but lucratif? Parce que il est là pour... Voilà. On peut réfléchir à tout ça et réfléchir à l'organisation du système de santé tel qu'il est le nôtre.